identité identitaire, c'est une question d'intérêt, c'est très simple, c'est pas plus compliqué que ça. Elles veulent que les faveurs, les sollicitudes leur soient réservées, et pas pour les Français. Les Français, affirmer une identité française, ce serait à ce moment-là risquer de voir les Français se considérer comme un groupe et refuser d'être discriminés sur leur propre sol. Comme ils le sont. D'autre part, tous ceux qui veulent avoir affaire à un État faible, et notamment la caste européiste, les multinationales, la classe politique, qui ne veut pas d'identité française. Pourquoi ? Tout simplement parce que même quand les membres de la classe politique savent que la notion d'identité française est indispensable, ils savent très bien que si on l'affirme, on va mettre en lumière leur incompétence et leur incurie depuis 40 et 50 ans. Et évidemment, ils sentent venir le coup. Idem pour les syndicats. Les syndicats ne veulent pas d'identité française. Pourquoi ? Mais parce que si on met en lumière cette notion, le fait qu'ils se soient accommodés de la mondialisation sans protester, alors que la classe ouvrière française en était la première victime, leur sera reproché. C'est tout, bien sûr. Et puis vous avez tous ceux dont le projet politique et idéologique est universaliste, les trotskistes, le pape, excusez-moi, le pape François affirme régulièrement, et il n'est pas le seul, il n'est pas le premier, Jean-Paul II l'avait déjà dit, je me rappelle du message de Noël 2000, Europe, ouvre tes frontières, c'est un devoir moral. Bon, alors... Ça ne correspond pas à l'infaillibilité pontificale, ils peuvent dire des bêtises tout en étant de saint hommes. Mais là nous sommes dans le domaine de la dogmatique. Mais pour l'immense majorité des gens qui entendent le message, c'est parole d'évangile. C'est pareil. Hein, une position contraire à une fonction sociale de l'Église. Donc, le pape, le patronat français qui est favorable à la destruction de la France. Il faut lire ce que disait Madame Parisot. Comment ? C'est par intérêt. Oui, c'est par intérêt. C'est par intérêt, mais c'est par fanatisme idéologique également. Les deux sont mélangés. Les libertaires, les humanitaires, tous ces gens sont pour le no border. Et qui est pour l'identité française ? Eh bien, le peuple, qui se voit de plus en plus discriminé sur son propre sol, et qui se fiche éperdument des intimidations, une petite partie des élites traditionnelles, il ne faut pas les négliger, et une partie grandissante des hommes de pensée. Et ça, c'est tout à fait nouveau. Hein, on voit des gens comme Zemmour, comme Finkielkraut. Hein, comment ? Votre gendre, tout à fait, Fabrice Adjadj, mentionnons-le, il le mérite. Tous ces gens qui sont des hommes de pensée, que leur culture ne prédisposait pas à une telle attitude, et qui pourtant, et il faut tirer bien bas son chapeau, ont choisi de s'engager en ce moment. Donc la réflexion sur l'identité française est indispensable. Sans elle, il ne peut pas y avoir d'avenir pour notre pays. Elle doit présider à toute décision sur l'avenir pour savoir qui l'on doit accueillir, quels sont les caractères français qu'il faut favoriser ou non pour sa survie. Il faut que cet effort de ressourcement ait lieu, faute de quoi il faut accepter la fin de la France, réduite à n'être plus qu'une mention sur un passeport. L'identité est donc indispensable. En toute hypothèse, quelle que soit sa forme d'expression, la volonté d'ancrage dans une identité nationale qui résume et perpétue son évolution ne peut aboutir que si le corps social l'entérite. Donc, tout le monde doit jouer un rôle pour prendre position dans ce débat sur l'identité française. Le problème est que les élites politico-médiatiques et la classe des dirigeants cosmopolites se sont rangés férocement en faveur de la dissolution du pays et avec une arrogance jamais vue jusque-là.
C'est donc, comme le pensait le cardinal Ruffo, que une révolution sociale autant qu'idéologique doit être notre souci. Qui était le cardinal Ruffo? Le cardinal Ruffo était l'arrière-arrière-arrière-grand-oncle de la reine Paola de Belgique. Au moment de la Révolution, vous savez que les Français ont envahi Naples et ont renversé la monarchie des Bourbons, et les Bourbons se sont enfuis en Sicile sous la protection de la flotte anglaise. Et là, eh bien, le roi de Naples et des deux Siciles avait presque fait le deuil de son royaume. Et un prélat, qui était du bois dont on fait les gourdins, le cardinal Ruffo, lui a dit: donnez-moi 2 barques. 2 barques de soldats. 2 barques de soldats, parce qu'il n'y a pas de moyens, le roi. 2 barques, et je vais rétablir votre trône. Et que fit le cardinal Ruffo? Eh bien, s'étant aperçu que, en fait, c'était la noblesse, les élites de l'époque, qui avaient trahi la monarchie bourbonienne, il a dit à tout ce qui y avait de plus bas dans la société: voilà, les nobles ont trahi, eh bien, vous allez les remplacer. Et c'est ce qui a fait une insurrection gigantesque qu'on a appelée l'armée catholique royale. Exactement sur le même modèle que celle de Castellino et de La Roche-Jacquelin. Et cette armée a tout simplement jeté les Français à la mer. Elle était dirigée, parmi ses chefs, il y avait un muletier qui s'appelait Michele Pezza, que nous connaissons, nous, sous le nom de Fra Diavolo. Et le cardinal Ruffo a obtenu pour ce muletier un titre de duc, ce qui n'a pas empêché, après, quand les Français sont revenus, que les Français l'ont fusillé. Mais bon, il avait mené ce combat, qui était à la fois social et politique, idéologique et salvateur. Eh bien, nous sommes aujourd'hui dans une situation similaire. Remettons-nous à reprenons l'exemple du cardinal Ruffo, et pour que cette réappropriation de l'identité soit possible, rien n'est plus porteur de symbole que la monarchie, qui est une œuvre du sang, dans un monde qui le refuse, et l'œuvre de l'histoire. Afin que la révolte des Français de souche ne soit pas un soulèvement de la plèbe inculte, non pas la destruction d'un bien injustement accaparé, mais une reconquête de l'héritage commun de la tradition française, partagée, assumée et hiérarchique. Pierre, j'allais dire, cette conférence est vraiment trop chouette. Enfin bon, je retiens parce que c'est pas bien trop, j'ai bien compris. Mais là, et merci pour tant de vraies lumières qui ont vraiment rien à voir avec le siècle des fausses lumières. Et remplissons nos 2 barques. Voilà. Bon, maintenant les questions. Pierre. Oui, vous avez... Alors, je voudrais d'abord vous dire que je pense que vous serez d'accord avec moi pour tempérer un petit peu le rappel que vous avez fait des propos des papes successifs. Puisque, effectivement, s'il y a un appel à recevoir l'autre, et le pape François l'a redit là récemment, la réception de l'autre doit se faire aussi si l'autre accepte les coutumes du pays qui l'accueille, les mœurs du pays qui l'accueille et les règles juridiques du pays qui l'accueille. Ce n'est pas un accueil à sens unique, il faut que l'autre fasse aussi l'effort d'intégration, etc. Donc le langage de l'Église, vous serez d'accord avec moi pour dire qu'il n'est pas aussi simpliste que ce que vous avez bien voulu rappeler. Alors, vous avez évoqué le problème de la Révolution française et de la République, mais ne pensez-vous pas que le débat sur l'identité est identique aux Pays-Bas, qui n'a connu ni la Révolution ni la République? C'est la question que je voulais vous poser. Alors, vous avez... Alors, je vais répondre aux 2 questions, si vous voulez bien. Alors, d'abord, je vais répondre à la question concernant le pape. Alors, c'est vrai ce que vous dites. C'est vrai que Jean-Paul II, Benoît XVI,
François, premier. Mais arrêtez, je lui donne quand même un numéro parce que sinon ça supposerait que c'est le dernier. Que c'est le dernier pape. Bon. Donc tous ces papes ont effectivement toujours soumis, dans le moment où ils exprimaient ce devoir d'accueil, ils ont mis en avant un devoir d'intégration. Vous avez tout à fait raison. Et notamment rappeler l'identité chrétienne de l'Europe au Parlement européen. Tout à fait, vous avez raison. Cela dit, il faut voir quand un message est envoyé, par qui il a des chances d'être entendu. Et je constate que l'acte du pape qui nous donne le devoir d'accueillir est déjà en soi contestable. Je vous pose la question, monsieur. Nous sommes actuellement devant un pape qui, dans la numérotation de tous les papes qui ont existé, je ne sais pas, c'est le 349e, je ne sais pas, je crois que c'est cet ordre. Bon, est-ce que vous vous souvenez d'une bulle d'Innocent III, d'une bulle de Clément V, de Grégoire le Grand, qui dit à un roi de la chrétienté, accueillez les étrangers? Jamais. Pourquoi en est-il ainsi aujourd'hui? Il en est ainsi parce que la conception de la politique qui est diffusée depuis un siècle par l'Église, par la papauté, hein, je ne dis pas l'Église, par la papauté, c'est une conception qui refuse l'autonomie du politique et qui veut imposer aux politiques des règles morales. Or, le politique n'a pas à obéir à la morale. Saint Thomas d'Aquin commence sa somme théologique en disant « Les sciences de l'homme sont au nombre de 3, l'éthique, l'économique et le politique. L'éthique s'applique aux individus, pas aux nations. L'économique s'applique aux familles et le politique s'applique au gouvernement. Donc, je regrette, mais je me permets de réitérer ma critique de cette position qui a été celle de Jean-Paul II, de Paul VI aussi, mais de manière beaucoup plus nette, beaucoup moins nette, de Benoît XVI, malgré ses qualités éminentes, et de François. Ils étaient Voilà. plus Vous modérés. permettez, je voudrais recadrer ça. Ils étaient plus modérés. La deuxième question, ce que vous dites est tout à fait juste. C'est pas parce que les Pays-Bas sont une monarchie qu'ils échappent à cette notion d'identité. Vous avez parfaitement raison. Alors, je suis entièrement d'accord. Il ne faut pas croire que c'est parce que on avance la monarchie que c'est la solution, la panacée universelle. Bien sûr que non. Bien sûr que non. La France a quand même été, la Révolution française a imposé une nouvelle vision de l'homme, de nature religieuse. Ça, c'est une chose très importante à comprendre. Ça a été très bien mis en lumière par Donoso Cortés. La République est une religion. Et cette vision des choses nouvelle a totalement changé l'image qu'on pouvait en avoir. C'est l'influence de la Révolution qui a changé la vision de l'Europe. Et les Pays-Bas s'y sont plus ou moins ralliés, comme d'ailleurs des tas d'autres pays d'Europe, même l'Angleterre. D'accord ? Donc, vous avez raison. La monarchie, c'est pas une panacée, en aucune façon. Simplement, c'est une institution qui porte en elle-même la notion de famille, fondamentalement. Hein, c'est pas la volonté individuelle, c'est pas la souveraineté individuelle qui fait naître un roi, c'est la naissance. Et la naissance, elle fait partie du reçu, par définition. Voilà ce qui est intéressant dans cette vision des choses. Je m'attache, si vous voulez, à cette conception philosophique qui a été imposée par les Lumières et la Révolution française et qui, selon moi, est à l'origine de beaucoup de nos problèmes. D'autres questions? Il y en aurait plein, mais bon. Henri? Non? Pas pour l'instant. Michel? Michel. Je peux faire 3 remarques. Tout à fait. Bon, mais si je suis trop long, tu m'arrêteras. En première remarque, c'est le dernier point. Il y a quand même un problème entre le christianisme, première religion universelle. Hein, les juifs, c'est pas tapé de religion universelle, je sais pas qu'on puisse dire.
avec le christianisme, la religion universelle, ça servait de modèle au islam, au communisme, pas mal de choses. Chesterton disait les idées modernes sont des idées chrétiennes devenues folles. Absolument. Effectivement, cette idée d'une ouverture totale, universaliste, est quelque chose qui est impensable en dehors de l'arrivée du christianisme. C'est l'islam, hein. L'islam aussi est une Non, mais l'islam vient après, c'est sur le modèle. C'est vrai, c'est vrai. On va discuter pour le bouddhisme. Bon, enfin. De ce point de vue-là, je veux dire, c'est pas parce qu'il y a une caricature. Le christianisme, en fait, d'un côté, a une face sombre. C'est le monde moderne dans toutes ces choses que nous essayons aussi de dénoncer. Mais ça ne veut pas dire que le christianisme, c'est ça. Ça veut dire que c'est la perversion du christianisme. Maurras disait, l'Église est la seule, le catholicisme, l'Église, je ne sais plus, est le seul international qui tienne. Qui se tient. Le reste, ça fout le camp, c'est pas vrai, ça marche pas. Voilà, première remarque. Seconde remarque, bon, tu as développé le thème de l'identité à partir de l'histoire. Je voudrais simplement dire qu'il serait intéressant de le faire aussi à partir de l'anthropologie culturelle, où là, toutes les théories anti-universalisto, anti-identitaires, sont en contradiction, j'allais dire, lysenkiste, des apports des sciences sociales. Lévi-Strauss dit, par exemple, très clairement, dans un bon petit livre sur race et... ça se trouve en deux poches, c'est facile. Il n'y a pas de société humaine qui ne soit pas en partie fermée, en partie ouverte. Sauf cas peut-être pathologiques comme lit de Pâques, et encore on ne sait pas grand-chose. Donc il faut qu'il y ait de la fermeture, sinon il n'y a pas. Il n'y a pas de nous. Une famille qui est totalement ouverte, il n'y a pas de famille. Ce qui est du bon sens basique. Et puis il y a toutes les études qui ont été faites par l'école culturaliste américaine, qui est d'ailleurs très utilisée à un moment donné par les hippies et autres pour mettre en cause les grands principes de la civilisation modernisto-occidentale. Sauf qu'ils disent des choses vraies. C'est qu'effectivement, nous sommes mis en forme par cet héritage culturel que nous recevons de la famille, de la forme de la famille, des modèles de petite enfance. Vous savez qu'un jeune asiatique, il y a deux frères et sœurs, deux frères qui se disputent. En France, on a tendance à s'adresser aux grands, en disant t'es le plus raisonnable, c'est toi qui dois... Dans tous les sociétés asiatiques que je connais, enfin une partie en tout cas, eh bien on dira le contraire, on dira au cadet, c'est ton aîné, tu lui dois le respect. Hein, quand on ne veut pas entrer dans le détail. Ben, ça modèle des mentalités. Et de ce point de vue-là, bon, je ne sais pas, le sang, ça peut être une métaphore, comme la race d'ailleurs, etc. Et bon, je ne dis pas, j'en sais rien s'il y a beaucoup d'éléments génétiques. Mais je crois en tout cas qu'il y a beaucoup d'éléments, je suis sociologue donc, bien sûr, beaucoup d'éléments qui sont en fait des héritages culturels de base. Et ça, nous sommes, notre langue bien sûr, et tout le reste, hein, c'est quelque chose qui nous a mis en forme. Oui, mais peut-on dire qu'il n'y en a pas? Peut-on dire qu'il n'y a pas d'éléments héréditaires? Non, je ne dis pas ça, j'en sais rien. J'en sais rien, mais ce que je suis certain, c'est que les éléments d'héritage culturel, surtout de la petite enfance, des formes de famille et compagnie, de la naissance, oui, eh bien, il y a quelque chose d'essentiel. Tout à fait. Troisième remarque, moi je suis d'accord avec toi sur le fait que le baratin sur la nation éternelle est plutôt idiote. Au contraire, c'est pas, si on peut être nationaliste, c'est parce que précisément, eh bien, c'est mortel et que c'est quelque chose qui peut disparaître. Exactement. Encore que la mort des formes sociales est compliquée. C'est pas tout à fait comme un être biologique. C'est compliqué. Rome, quand est-ce que finit Rome? Personne n'en sait rien. Après tout, l'Église, c'est toujours Rome. Après tout, c'est devenu Byzance. Après tout, c'est devenu Moscou. Si Moscou se prétend la troisième Mais Rome. non, enfin, Bon. c'est une pirouette, ça. Non, c'est pas une pirouette. Bon. C'est qu'il y a des choses qui se maintiennent. C'est vrai que qui disparaissent. 50 ans après la mort de Rome, il y avait toujours, après que l'empereur Romulus Augustus ait été déposé par Odoacre, il y avait encore en Angleterre des gens qui ne le savaient pas et qui continuaient à faire fonctionner leur légion à la mode romaine.
Mais enfin, 50 ans après la fin de l'Empire romain, d'accord. Mais 2 siècles après, non. Mais si Charlemagne, il construit quelque chose sur ce thème, sur ce modèle, sur ces représentations. Carthage a survécu 7 siècles après sa ruine. Ouais. Et on parlait, Saint-Augustin parlait la langue libyque, entre autres. Et la langue libyque, c'était le phénicien? Oui, c'est le phénicien. Oui. Alors bon, encore une fois, Peut-être. des vers à moitié père, des moitiés à vide. En revanche, c'est parce que je ne crois pas que la nation soit éternelle que je suis un nationaliste critique. La tradition est critique. C'est-à-dire qu'il faut voir quand même les... tu en as parlé un peu, mais je veux dire les défauts français contre lesquels il faut savoir Absolument. se retrouver. L'individualisme, c'est-à-dire c'est bon et ses mauvais côtés, mais qui fait que par exemple, eh bien, on ne chante pas ensemble. En France, hein, dans tous les pays, les gens sont, même quand ils ont bu un peu, ils chantent facilement ensemble. En France, il faut aller dans les périphéries. Mais ça, c'est récent. Oui, Parce c'est que récent, je suis d'accord. au XVIIIe siècle, les Français n'arrêtaient pas de chanter. Et ils chantaient bien. Oui, d'accord. Non, non, c'est récent. Et d'ailleurs, plus on est périphérique par rapport à la pénéplanisation jacobine, Voilà. plus on chante. La prétention universelle, qui est abominable, c'est une véritable ethnocentrisme plus que discutable, eh bien, ça vient de la Sorbonne. Ça vient que au sein de la chrétienté, c'est l'Église de France à Paris qui disait quelle était la vérité dogmatique. C'est Rome qui les a appliquées, mais l'étude, elle était à la Sorbonne, et ils ont toujours cru qu'ils étaient les instituteurs du monde, et que chaque fois qu'un Français dit quelque chose, eh bien c'est vrai pour tout le monde. Il y a encore un... Attendez, un dernier point, j'arrête. Oui, il y a une chose aussi qu'on a perdue apparemment. Bon, l'harmonie, mais la France était un pays de chevalerie, mais enfin, on parlait de la furia francese, de la grandeur, etc. Même quelquefois un peu, actuellement, je me suis promené en Suisse, on a un ministère de l'Éducation nationale dans un petit canton, c'est un petit appartement dans un immeuble. Chez nous, le mois de sous-préfecture, c'est déjà le 14 avec les grilles, etc. Bon. Il y a cet aspect démesuré, et puis apparemment, la franchise disparaît, et à partir de la fin de Napoléon, ça devient petit, des petits jardins, petits trucs, compagnie. Et il y a des choses qui se passent, je veux dire, on n'est pas constant en même temps. C'est vrai. Alors, encore? Moi, je suis plus terre à terre. Vous avez dit que les Français avaient l'esprit critique. Oui. Bon, c'est bien l'esprit critique, mais il faut peut-être avancer et faire quelque chose. Voilà. Ah, bien sûr, il ne faut pas seulement l'esprit critique, il faut la volonté. Voilà. Vous avez tout à fait raison. Je ne veux pas dire Vous Oui. Juste un petit détail pour reprendre ce que disait monsieur. Parmi les constantes qui caractérisent les Français, il y a aussi ce souci de justice et qui fait qu'on intervient facilement pour aller aider des gens qui sont en difficulté. Et excusez-moi, mais j'ai trouvé par hasard chez Strabon une mention sur ce sujet. Et ensuite, il me revient à l'esprit un extrait d'un texte par Henri III qui disait, qui mettait aussi en avant le fait que les Français avaient tendance à se porter au secours des personnes en difficulté, des peuples en difficulté. Voilà, donc ça fait partie des... la générosité des Français. Voilà, la générosité. C'est une universalité aussi. Oui, oui. Vous avez une autre question? Non, c'est une remarque que Louis Bertrand, en 1920, avait intitulé un de ses livres « Le sens de l'ennemi ». Et justement reproché aux Français de ne pas discerner les ennemis. Ses ennemis. Absolument. Très juste. Encore une question? Encore Oui. une petite chose. Bien sûr. On n'a pas du tout parlé de tous ces philosophes qui ont pratiqué la déconstruction, comme Derrida et toutes sortes d'autres. Ah oui, Adorno, Horkheimer, Voilà. etc. Bien sûr. Et donc ça explique aussi ces attaques contre l'identité, parce que détruire l'identité de la France, qui n'était pas du tout remise en question, ça fait partie d'un projet politique.
Absolument, Oui, c'est tout à fait exact. Mais enfin, je ne voulais pas quand même faire de la une conférence trop touffue avec des références un peu... Rapport à Millettré est lié à cet aspect, la Sorbonne, c'est les Français sont idéologiquement sectaires. Ils sont facilement des fanatiques intellectuels, pas forcément dans la vie quotidienne, mais intellectuellement, il faut que les choses soient comme ça. C'est vrai. J'ai participé à des rencontres scientifiques en Italie, à un professeur Houtel qui est jungien, professeur Houtel qui est freudien, etc. Mais ils se rencontrent, ils parlent, ils se renvoient la balle et compagnie. Chez nous, quand tu es dans une école, tu n'as pas le droit d'aller dans une autre école. Et puis il y a le problème que la France est en guerre civile en permanence. La guerre civile n'a jamais La cessé. guerre civile. La France est en guerre civile de manière constante. Je me permets de rappeler une chose. Hein. En pleine guerre de 14, le général de Langue de Carie donne l'autorisation à ses officiers de porter le Sacré-Cœur pour monter à l'assaut. Il est relevé de son commandement à cause de ça. La guerre civile continue devant l'ennemi. Pouvez-vous nous dire un mot de la nouvelle revue d'histoire? Une nouvelle revue d'histoire. Oui, très bien. La nouvelle revue d'histoire est une revue qui a été créée il y a 15 ans par Dominique Vénère et dont le but était de faire apparaître une histoire un peu non conformiste, c'est-à-dire débarrassée de toutes les pesanteurs, le dogmatisme idéologique. Et il y avait, la nouvelle revue d'histoire avait eu un précédent, c'était Enquête sur l'histoire, qui s'est arrêté, et alors Dominique a créé à ce moment-là la nouvelle revue d'histoire, dans laquelle vous avez régulièrement, dans chaque numéro, il y a un grand historien qui est interviewé, n'est-ce pas, quelles que soient ses idées, hein, c'est pas forcément des gens de nos idées, mais enfin, à qui on pose des questions. Et également, par exemple, Sylvain Guggenheim, vous voyez, nous avons interviewé, il y a 15 jours, j'ai interviewé Sylvain Guggenheim sur Radio Courtoisie, et qui vient d'écrire un livre sur Frédéric II Hohenstaufen. Et donc, il y a des articles dans la nouvelle revue d'histoire sur de nombreux sujets, sur toutes les époques. Par la suite, Dominique Vénère est mort tragiquement, et c'est son collaborateur Philippe Conrad, mon ami Philippe Conrad, qui l'a remplacé. Et dans la nouvelle revue d'histoire, vous trouverez des tas de signatures de gens qui sont chers à nos idées, comme Jacques Perron-Salut-Hugos, et puis modestement, il m'arrive également d'y collaborer. Et la revue continue en ce moment. Et la revue continue, bien entendu, tout à fait. Vous avez sorti récemment un numéro qui est sorti sur les identités, justement. Tout à fait. D'ailleurs, j'y ai fait un article, vous regarderez. Moi, je voudrais savoir, vous seriez député aujourd'hui, est-ce que vous voteriez la déchéance de nationalité? Oui, je la voterai, bien que ce soit un problème très secondaire. Mais c'est simplement symbolique. Simplement Y symbolique. compris pour tout le monde, ça ne vous gêne pas que... Et madame, je me permets de vous faire observer que la loi existe déjà. Oui, je sais. Depuis des années. Le problème est simplement de la faire rentrer dans la Constitution, ce qui est absurde d'ailleurs, parce qu'on met n'importe quoi dans les Constitutions. Chirac y a fait rentrer le principe de précaution, on y ajoute des tas de choses qui n'ont rien à y faire. Hein. Bientôt on va introduire dans la Constitution le refus du tabac. Robert Badinter a écrit un article qui est très clair dans Le Monde, comme à l'habitude, en disant qu'il était absolument inutile sur le plan juridique de modifier la Constitution. Il suffisait de modifier l'article, je ne sais plus combien, du Code civil, l'article 21, je crois, du Code civil. Non, mais de toute façon, la loi permet de déchancer l'unité, mais si vous voulez, c'est à cause de cette pierre de touche, n'est-ce pas, que le débat est devenu si violent, parce qu'il introduit au sein de la gauche une contradiction. Ce débat tient à une contradiction.
Mais oui, je l'aurais voté, je voterais si j'étais député, bien sûr. Mais pour les binationaux, ok, mais pour les Français de souche, je Mais on comprends peut pas. pas garder ça chez nous. S'ils sont des traîtres. Ça a toujours existé, madame. Vous avez On va toujours pas eu des garder gens ça qui chez ont été déchus de leur nationalité. Parce On que- leur enlève leurs droits, mais Mais Si ça t'as fait leur naissance, enlevé leurs ça droits, on fait les Non, mais on les sort de France aujourd'hui. Bannissement. vous avez des gens, pendant la guerre de 14, de nombreuses personnes qui avaient coopéré avec les Ah Allemands, oui, par exemple, d'accord, oui, oui, qui étaient déchus de leur nationalité. Oui, oui. C'est quelque chose qui existe C'est pas depuis très particulier à la longtemps. France. Là, On en sur fait ce quoi, sujet je de la sais. déchéance de Là, c'est le nationalité, problème j'avoue, je ne de la comprends pas patrie. très bien. Parce qu'on parle de l'appliquer à des gens qui collaborent avec des ennemis dans une guerre déclarée. Oui. Dans ces cas-là, il n'y a pas d'échange de nationalité, il y a 12 balles dans la peau. En temps de guerre, La loi martiale, un c'est Français qui en temps collabore de guerre, la avec loi quelqu'un martiale, qui fait la guerre avec les Français, c'est la loi martiale. la loi martiale, Je point. vous permets de vous rappeler qu'il y avait un personnage dont je oublie le nom, sur de la Charité, j'ai oublié son nom, et qui avait été au milieu de, pendant la guerre d'Indochine, qui avait été chargé par le Viet Minh Boudarel. Il avait été chargé de surveiller et de conditionner ses Boudarel, camarades. on connaissait un rayon, lui. Boudarel n'a jamais été privé de son nationalité. Au contraire, on lui a reconstitué sa carrière avec reversement des sommes non encaissées, et il a fini sa carrière comme attaché culturel à Damas, attaché culturel français, président du Centre culturel français. Aujourd'hui, on parle beaucoup de la déchéance, de nationalité, mais les chaînes publiques ne s'intéressent pas trop